Bonjour les amis. Alors aujourd'hui je vais vous parler des fiches techniques de vos appareils photo. Alors comment ne pas se faire piéger par une fiche technique? A tout de suite. Bonjour les amis. Aujourd'hui je vais vous parler de comment bien lire une fiche technique sans se faire piéger. Tout d'abord on va parler du boîtier et après on parlera des optiques. Alors dans un premier temps, qu'est-ce qui saute aux yeux? C'est le nombre de mégapixels. C'est évident. C'est même à la fin ce qui vous fera pencher vers un boîtier plutôt que vers un autre. Nous allons voir. Alors, qu'est-ce qui est important? Savoir si c'est un boîtier qui est tropicalisé ou pas. S'il est tropicalisé, ça veut dire que vous pourrez aller vous balader même par temps de pluie. Bon, le boîtier ne sera pas trop gêné. Vous, si peut-être, mais le boîtier, non pas trop. Si le pic aussi est tropicalisé, ça veut dire que vous pourrez prendre un peu de pluie, un coup de chiffon, et tout sera parfait. L'ergonomie, alors ça, il faut le prendre en main. L'ergonomie, c'est est-ce que vous l'avez bien dans votre petite mimine? Est-ce que vous n'avez pas le doigt, là, le petit doigt, qui est à la traîne, et vous ne savez pas le mettre? Est-ce que les touches tombent bien sous vos doigts? C'est important, je veux dire que parce qu'à un moment donné où on est à l'aise, on va vite parce que en fait les commandes tombent bien sous le doigt et sont agréables à utiliser. Comme vous l'avez en main, la rapidité de l'autofocus est-il réactif? Alors, dans un premier temps, essayez avec la méthode du spot, non pas en matriciel, mais vous vous mettez en mesure spot, vous demandez au vendeur qui vous mette ça sur un seul point, et avec le minimum de points d'autofocus par derrière, et vous essayez la rapidité, vous passez devant vous à 1 mètre, au loin, pour voir si l'autofocus est réactif. Bon, je ne vais pas vous chronométrer le temps de réaction d'un autofocus normal, mais si ça vous convient, eh bien ça me convient à moi aussi. Hein. Le poids. Alors le poids, j'allais dire qu'un appareil trop léger, c'est problématique parce que vous aurez tendance à beaucoup bouger. Un appareil trop lourd, vous aurez tendance à l'oublier chez vous parce qu'il est trop lourd. Donc le bon compromis, c'est pas trop lourd, mais quand même un peu. Ensuite, quel format vous propose-t-il? S'il ne vous propose que le format JPEG, c'est un peu gênant. Parce que les JPEG peuvent être très très bien. Il y a certains boîtiers dont les JPEG sont vraiment sensationnels, peut-être même supérieurs à ce que donne le boot de capteur comme ça d'entrée de jeu. Mais après, le boot de capteur, on peut le retravailler. Un JPEG, non. Donc, c'est à prendre en compte. Vous avez aussi, certains boîtiers vous proposeront une certaine compression, entre 2 et 3 compressions supplémentaires pour les plus évolués. Donc, c'est à prendre en compte aussi. Par exemple, petite compression, moyenne et grande compression, ce qui vous permettra d'économiser de la place sur vos cartes. Si vous avez une petite carte de 16 Go, effectivement, vous ne pourrez pas faire beaucoup de photos si vous avez, mettons, un 20 mégapixels par exemple, ou un 24 mégapixels. C'est à prendre en compte. La rafale. La rafale est importante. Si vous avez l'intention de faire des photos de sport, si vous avez l'intention de prendre votre chien qui est un lévrier afghan, si vous avez l'intention de faire, je sais pas, des photos de danse parce que vous êtes accro à la danse, eh bien, on va dire, dans certains cas, vous aurez besoin d'une rafale assez rapide. Alors, entre 3 et 5, ça va bien. Je veux dire qu'à une certaine époque, les boîtiers haut de gamme du style D3 par exemple, voire même F3, avant le D3, le F3 par exemple proposait 5-6 images par seconde. Ah, c'était parfait! C'était parfait, on s'en tirait très très bien. Alors Nikon a fait aussi des boîtiers
qui montait à 14 images par seconde. Je ne raconte pas la pellicule, il fallait des gros dos de 250 mètres pour pouvoir faire de bonnes rafales. Hein. Donc 3 à 5, c'est bien. Au-delà, c'est du plus. Hein. Comme on dit en droit, le superfétatoire ne nuit point. Est-ce que votre boîtier propose le nettoyage de capteurs? Ça, c'est important, parce qu'à un moment donné, si vous avez un zoom avec à pompe, ça a tendance à aussi pomper les poussières, et si vous n'avez pas la possibilité de nettoyer votre capteur, comment dire, ça risque de vous coûter un bras à chaque fois que vous allez devoir le faire. On va dire un peu toutes les années pour nettoyer votre capteur. Alors c'est à vous de voir. Hein. Mais si le boîtier propose d'entrée de jeu un nettoyage de capteur, c'est parfait. Alors on va plus ou moins passer aux optiques, sachant que avec l'autofocus, vous avez et la stabilisation, soit c'est intégré aux optiques, que voici, que voilou, soit c'est intégré sur le boîtier lui-même. Alors, je sais que certains boîtiers proposent encore une petite vis qui tourne et qui permet à certaines optiques, je regarde si celle-là en a besoin, non, l'autre est encore plus moderne, donc elle n'en a pas besoin du tout, mais certaines optiques n'avaient pas l'autofocus, n'avaient pas de moteur dans l'optique, donc l'autofocus se faisait à partir du boîtier. Donc ça, c'est à bien vérifier quand vous achetez un boîtier, s'il a la possibilité de le faire ou pas. Et si évidemment vous avez l'intention d'acheter que des optiques modernes, la question ne se pose pas. Par contre, si vous avez des optiques un peu anciennes, comme j'en ai qui ont 35 ans, la question se pose. Alors, comment savoir si une optique est bonne ou pas? À la base, eh bien, vous avez cette petite fenêtre qui vous permet de le savoir. Si votre optique n'a pas de fenêtre, où on voit défiler les mètres et les centimètres, c'est que c'est une optique de base. Donc si c'est une optique de base, bon, faut pas vous attendre à avoir des performances exceptionnelles. Alors, vous avez ce type d'optique, et vous avez celle-ci. Alors celle-ci est ED, c'était déjà un traitement qui n'était pas dans la norme, hein, c'est-à-dire c'était un plus, et vous avez celles-ci qui sont ED, mais en plus qui ont un traitement nanocristal qui permet d'éviter les flards quand on est face à une lumière. Alors, ce qui est important, c'est de savoir si on peut faire la retouche de la mise au point. Si la bague tourne librement, comme ici, on peut faire la retouche du point alors qu'on est en train de faire l'autofocus. Là, par exemple, celle-ci est un peu plus fluide que sur mon 24-120. C'est une optique qui fait 24-85. Elle ouvre à 3,5-4,5. Et ça, c'est un 24-120 qui ouvre à 4, constant. Ce qui permet effectivement de faire son cadrage et de pas se poser la question de savoir si on aura la même profondeur de champ ou pas, alors que bon, l'optique, on va zoomer avec. Donc là, la question sera réglée. Donc, ce qui est important, c'est de savoir si vous avez le VR, c'est-à-dire Vibration Reduction, donc réduction des vibrations, hein, en français, ou si, par exemple, vous n'en avez pas. Alors ici, on a un VR qui est débrayable, on a le VR activé et le VR désactivé. Et on peut avoir également la mise au point en manuel. Tout est noté sur l'optique. Voilà. Donc, pour résumer, si votre optique est VR2 par exemple, c'est super parce que ça vous permettra de récupérer 2-3 vitesses, 2-3 stops comme on dit, ou 2-3 diaphragmes,
mais ça vous permet de récupérer 2, 3, voire même 4 stops pour les dernières optiques en course. Alors, je ne vous ai pas parlé des mégapixels et de l'importance de prendre un mégapixel qui va bien, parce que beaucoup de gens font, in fine, leur choix sur les mégapixels. Grave erreur. Pourquoi ? Vous prenez un 24 mégapixels, ça vous donne déjà des fichiers de 24 mégapixels qui sont suffisamment lourds, entre 15 et 20 mégaoctets, et pour des photos qui font, tenez-vous bien, 1,58 m de large sur 1 mètre de haut. Alors, à une époque, je souhaitais un 40 mégapixels pour avoir des belles photos, des bonnes photos que je pouvais donner à mes modèles. Jusqu'au moment où il y a un copain, lors d'une réunion entre photographe et modèle, m'a dit « Mais pourquoi faire ?» J'ai dit « Pour avoir de beaux fichiers. » Il dit bah, « Demande aux filles. » J'ai demandé aux filles, et les filles m'ont dit les fichiers que tu nous envoies, on les réduit. Et c'est vrai que la plupart du temps, on regarde maintenant nos photos sur ordinateur, donc ça sert à quoi d'avoir une photo qui fasse 1,50 m de long, si c'est pour la réduire et ne pas la regarder en plein format. Donc, à la fin, vous avez réduit votre choix à 3-4 modèles, écartez de suite le 40 mégapixels. Pourquoi ? Parce que ce qui n'est pas noté sur les optiques, c'est la résolution de ces optiques. La résolution optique de nos objectifs sont entre 80 et 90, ce qui est déjà pas mal. Alors si c'est en deçà, dur. J'essaierai de vous mettre en lien les mires pour faire vos tests. Alors vous tirez votre mire sur un 24-36, sur un papier, un format A4, et puis vous allez chez le marchand, et puis vous vous mettez à 50 fois la distance focale, c'est-à-dire vous avez un 50 mm, 50 mm multiplié par 50, ça fait 2,50 m. Enfin, ça fait 2500 mm, mais bon, ça fait 2,50 m. Et vous vous mettez donc, pour un 50 mm, vous vous mettez à 2,50 m de votre mire, vous la prenez en photo, à pleine ouverture, de 8, etc., etc. Vous fermez de plus en plus pour voir ce que ça donne, et vous regardez vos fichiers. Et si, par exemple, vous avez une optique de M, eh ben, c'est pas la peine de la prendre. Je sais que j'avais un 50 mm Nikon qui ouvrait à 1,4, c'était une pure merveille. Il résolvait 140 paires de lignes par millimètre. C'est le seul objectif que j'ai eu qui résolvait autant. Bien, je pense que je vous ai à peu près tout dit sur le sujet. Si j'ai manqué des choses, eh bien, j'essaierai de vous mettre sous la vidéo les infos qui pourraient éventuellement vous manquer. Je vous dis à très vite. Si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous partagez, vous abonnez et vous faites abonner, bien évidemment, comme d'habitude. À très vite.